Coucou tout le monde. C'est mon bébé chat et il s'appelle Pudding. Non, c'est de l'autre côté, regardez. Il a un collier avec une fraise. Et quand je l'ai reçu, je l'ai montré sur Instagram direct, évidemment. Et vous avez choisi le nom Pudding pour lui, donc maintenant c'est la mascotte de cette chaîne. Pudding, regardez, c'est papa. Donc maintenant je vais garder ce bébé dans chaque vidéo et vous le verrez dans chaque vidéo. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé beaucoup en ce moment et c'est une FAQ générale. Et comme vous pouvez le voir, oui, j'ai encore changé mes cheveux. C'était prévu, d'ailleurs j'avais tout annoncé sur Instagram et j'ai décidé de faire un rose comme avant avec mon blond de d'habitude, j'ai refait mes racines et cette fois-ci c'est le rose de mes rêves. Voilà, j'ai toujours voulu avoir ce rose exactement parce que oui, c'est pas le même rose que j'avais avant. Avant j'avais un rose qui était à sous-ton froid avec des sous-tons violets et je voulais pas du tout ça. Moi je voulais un rose pêche comme ça, un rose chaud et pêche et voilà. Trop contente. Et d'ailleurs j'utilise, je sais qu'on va me le demander, j'utilise les colorations Arctic Fox qui sont des colorations totalement vegan, 100% vegan, cruelty free, donc voilà. Première question, quel est ton livre préféré? Mon livre préféré c'est Alice au Pays des Merveilles, ça restera toujours Alice au Pays des Merveilles. J'ai à peu près, je sais pas combien de versions en fait de ce livre, mais je vais vous montrer les versions les plus jolies que j'ai de ce livre. Sachant que la version que j'aime lire c'est une version qui est très ancienne, écrite en français mais vraiment plus en ancien français. Et je l'ai pas avec moi, c'est actuellement chez mon copain parce que je vis chez mon copain, enfin dans la famille de mon copain, je viens juste ici pour filmer. Donc les livres Alice au Pays des Merveilles que je préfère visuellement, c'est celui-là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est magnifique. J'ai cette version là aussi qui est très connue, qui est sublime, les illustrations dedans sont dingues. J'avais même le calendrier, regardez ça. Et j'ai aussi Alice de l'autre côté du miroir, traverse le miroir. Donc voilà. Deuxième question, j'ai remarqué quelques objets Ghibli. As-tu un film préféré? Oui, évidemment, je regarde beaucoup les films du studio Ghibli / Ghibli. Et ça depuis toute petite parce que mon papa nous montrait énormément de ces films-là plutôt que les films Disney en vrai. Donc oui, j'en ai beaucoup des préférés et ceux qui m'avaient le plus marqué étant petite, c'était Kiki la petite sorcière. C'était mon préféré étant petite. Mais j'avoue que j'adore Chihiro et je pense que c'est actuellement mon préféré. Troisième question, qu'en est-il de ta recherche pour un logement? J'avais annoncé que je déménage dans le sud de la France, je dis pas où exactement même si certains le savent mais je préfère ne pas le dire maintenant. On déménage dans le sud avec mon copain et ma meilleure amie. Surtout qu'on a pas mal de projets ensemble et tout donc ça va être super. Et ça va être la première fois qu'on va avoir un logement à nous. On sera stable, j'aurai toutes mes affaires à moi réunies au même endroit. Et donc oui, on était censé déménager cet été et c'est bien le cas parce que actuellement je vis dans la maison du père de mon copain. En fait c'était la maison des parents de mon copain mais ils ont divorcé il y a très peu de temps. Et du coup la maison était à vendre et elle s'est vendue extrêmement rapidement. Et on a 3 mois pour partir donc... on n'habitera plus dans cette maison là fin juillet début août, donc en fin juillet début août on est censé avoir un appartement, donc voilà où on en est pour l'instant. J'ai vraiment un bouton pile là, j'en ai jamais, mais en plus c'est un bouton qui me démange, j'ai l'impression que c'est un bouton de moustique parce que ça me gratte depuis tout à l'heure. Non mais vraiment là c'est trop, on voit que ça quoi, au secours. Et je commence déjà à acheter des trucs pour l'appart. Et ça c'est trop cool. Et évidemment je filmerai tout le processus de déménagement, de déco, de tout ça. Surtout qu'on habitera avec mon copain dans le sud, ma meilleure amie juste à côté. Parce que du coup on sera pas dans le même appart tous les trois. Elle prendra un appart juste à côté du nôtre en fait. Et voilà. Quatrième question, tu es sortie de l'anorexie ou tu restes fragile sur ce sujet? Pour être tout à fait honnête, je reste très fragile sur ce sujet. C'est actuellement le sujet qui me trigger le plus et qui peut me trigger le plus facilement. Il suffit de mentionner quoi que ce soit par rapport à la nourriture, le poids, perte de poids, tout ce que vous voulez et ça peut me trigger vraiment très facilement et me faire replonger en 2 secondes, clairement. C'est très courant et du coup c'est pour ça que je fais souvent des rechutes. Je mange normalement, trigger, boum, je remange pas, je remange normalement, trigger, boum, je remange pas. Ça m'arrive très souvent et en ce moment c'est vrai que je suis dans une période assez compliquée. Et en fait le piège c'est que quand je perds du poids je suis très contente. Évidemment, sauf que le fait de perdre du poids ça me trigger, je me dis oh mais tu pourrais perdre du poids encore plus vite si t'arrêtais de manger
ce qui n'est évidemment pas une bonne chose à faire, il faut manger, donc voilà, j'essaye de faire attention à ça, mon copain aussi, donc ça va à peu près. Ça va mieux en tout cas, j'ai eu une semaine ou deux là où ça allait vraiment pas du tout par rapport à ça. Ça reste toujours compliqué. J'en ferai une vidéo complète sur mon parcours dans tout ça et celui de Ruby aussi qui a été anorexique pendant très longtemps du coup. 5e question, comment tu as commencé à avoir ton style actuel? Je dirais que j'ai toujours eu un style assez différent on va dire de la norme entre guillemets. Alors quand j'étais au collège et au lycée j'étais habillée beaucoup plus normalement on va dire, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire par normal. Je ressortais moins du lot, en fait j'avais pas les cheveux colorés ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu un style un peu qui se démarquait, j'avais tout le temps des petits accessoires mignons. J'avais tout le temps des nœuds dans les cheveux, vous savez des flots, des rubans etc. Et on m'appelait la fille au ruban ou la fille au nœud ou je sais plus quoi. Parce que j'en avais tous les jours, sans exception. Vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a même une fille, je me rappelle, au collège qui m'a volé un nœud dans les vestiaires de sport, super. Mais en gros j'ai toujours eu ce style, voilà, mais en fait il s'est surtout beaucoup affirmé à la fin du lycée. Je pense qu'au lycée jamais j'aurais pu assumer le fait d'avoir les cheveux colorés. Enfin avec ma mentalité de maintenant si, mais avec ma mentalité d'avant pas du tout. Donc c'est vraiment l'année après le lycée que j'ai coloré mes cheveux, que j'ai commencé à m'acheter des vêtements qui me ressemblaient beaucoup plus, qui me ressemblaient vraiment. Mais du coup c'est surtout à la sortie du lycée que j'ai réussi à assumer mon style. Puis après j'ai eu des nouveaux amis, mon copain etc. Et eux avaient un style beaucoup moins basique que mes anciens amis on va dire. Du coup voilà, je dirais que c'est grâce à ça, le fait de m'entourer de personnes qui avaient aussi un style différent et le fait de grandir tout simplement parce qu'au lycée c'est quand même vachement compliqué. Surtout que j'étais dans un lycée privé catholique donc vous pouvez pas faire n'importe quoi et surtout ce qui était très à la mode là-bas c'était des vêtements de marque etc. Toutes les filles populaires avaient certaines marques bien typiques, un style bien défini etc. Et j'avais pas l'argent pour du tout m'acheter ce genre de marque donc clairement je rentrais pas dans ce genre de catégorie de filles hyper à la mode et tout. Mais c'est pas grave, j'avais quand même mon style qui était un peu pété, mais c'est pas très grave. 6e question, comment tu as su que tu avais un monde à l'intérieur de toi? Donc je pense que cette personne parle des inner world, des mondes intérieurs dans le TDI. Je compte refaire une vidéo sur les inner world et le nôtre parce que je trouve que c'est mieux. Et donc oui, certaines personnes qui ont le TDI, qui ont des systèmes, peuvent avoir des mondes intérieurs où en gros les alters sont pendant qu'ils ne frontent pas, c'est à dire que là moi Christina je fronte et tous les autres alters sont dans l'inner world. Si jamais je ne fronte pas, les alters sont dans le corps et moi je suis dans l'inner world ou j'ai un blackout, ça dépend. Mais bref, comment j'ai su, j'ai un peu toujours, j'ai toujours eu en fait cet inner world là, je l'ai jamais découvert vraiment comme ça. C'est quelque chose qui est là depuis que je suis vraiment très petite et d'ailleurs parmi mes premiers souvenirs, mes tout premiers souvenirs, c'est ceux de mon inner world en fait. Donc quand j'étais dans l'inner world, quand je dissociais, parce que comme beaucoup de personnes qui ont le TDI, j'ai vécu des traumatismes à un âge très jeune et pendant une énorme partie de mon enfance. Et du coup, j'ai toujours eu un inner world et petite en fait, je l'appelais la machine des rêves parce que j'avais l'impression que c'était un rêve en fait tout simplement. J'avais l'impression que je rêvais à ce moment-là. Et ça m'arrivait très souvent de me sentir mal et je me disais oh j'aimerais trop aller dans la machine des rêves ou pareil quand je m'endormais je voulais aller dans la machine des rêves. Si j'allais mal, que je pleurais, je me disais ah j'aimerais bien aller dans la machine des rêves et du coup je pouvais y aller en fait. 7e question, tu ne veux plus refaire des études? Honnêtement non, vraiment pas. Si jamais je dois en refaire parce que j'ai plus mon travail actuel, j'en ferai parce que j'aurai pas vraiment le choix et dans ce cas là je ferai des études de langue comme j'ai fait à l'époque mais j'espère ne jamais avoir à en refaire, ce serait horrible pour moi. J'ai eu une très mauvaise expérience à l'université, ça s'est très mal passé pour moi mentalement, tout en fait. Ce sont des horribles souvenirs pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses traumatisantes aussi liées à tout ça, donc j'aimerais ne jamais y retourner si possible. Surtout que ce serait vraiment difficile je pense de retourner dans un cadre scolaire alors que j'ai maintenant un cadre de travail en fait, ce serait très bizarre pour moi. J'aurais l'impression en fait de revenir en arrière ou de faire des pas en arrière en fait, alors que c'est stupide, on peut recommencer des études à n'importe quel âge, mais j'aurais cette impression d'avoir échoué quelque part parce que si jamais vous me revoyez faire des études, c'est très probablement parce que je n'ai plus mon travail pour une quelconque raison et j'espère que ça n'arrivera jamais. Question numéro 8, que préfères-tu dans le fait d'avoir une chaîne YouTube? Je pense que c'est la création, le fait de pouvoir créer et de vivre de ma création tout simplement, de pouvoir aussi apprendre des choses à des gens, montrer ce que j'aime à des gens et qu'ils soient intéressés par ça, je trouve ça dingue. C'est aussi ce qui me permet de vivre, d'avoir un logement bientôt, de pouvoir vivre ma vie, faire mes projets, développer des projets. Et tout simplement en fait,
ma vie maintenant et c'est très important pour moi, c'est extrêmement précieux. C'est pour ça que je m'autorise pas en fait à être fatiguée en fin de journée, à dire que je suis crevée, que j'ai trop de boulot, que j'ai la flemme de faire du boulot, etc. Parce que pour moi c'est tellement précieux, j'ai toujours rêvé de pouvoir en vivre de mes créations, de tout ce genre de choses. J'aurais l'impression de trahir l'ancienne moi qui désespérait, qui était mal, qui avait rien dans sa vie, qui était perdue en fait, juste perdue entre le lycée et la fac que j'avais dû arrêter parce que ça allait extrêmement mal. Donc ouais, je pense que ce que j'aime le plus dans YouTube, c'est le fait de pouvoir créer tout simplement et vivre de ça et de pouvoir vous parler à des gens, tant de gens qui apprécient ce que je fais. C'est hyper gratifiant, donc voilà. Question numéro 9, avec qui habites-tu en ce moment? Alors en ce moment j'habite dans la maison du coup du papa de mon copain et j'habite du coup avec son père et mon copain. Voilà, on habite à 3. Il y a parfois son frère et son copain qui viennent à la maison le week-end, mais sinon la semaine on vit à 3 dans cette maison et plus pour longtemps du coup. Question numéro 10, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? J'ai pas vraiment de temps libre, vraiment en fait je travaille du matin au soir donc j'ai pas vraiment de temps libre, mais en même temps j'ai pas l'impression de travailler du matin au soir parce que pour moi c'est un travail, mais c'est tellement agréable que je peux même pas comparer ça à du travail et ça a rien de comparable par rapport à ce que j'ai fait de toute ma vie et je pense que ça doit être ça, cette sensation de dire putain je fais un travail que j'aime tellement que j'ai pas l'impression que c'est un travail. Bah, c'est moi actuellement, donc j'ai pas forcément de temps libre pour faire quoi que ce soit, à part si le soir quand je vais me coucher avant de dormir je lis des livres. Donc je dirais que c'est ça mon temps libre en fait, c'est le fait de lire des livres avant de dormir. Et en ce moment je lis Le Signal de Maxime Chatham que j'ai déjà lu. Si vous aimez les livres d'horreur, genre Stephen King et tout, bah lisez ce livre. Question numéro 11, comptes-tu faire des fan meetings un jour? J'aimerais beaucoup, ce serait trop bien de pouvoir vous rencontrer et il y a énormément de personnes qui me le demandent. Alors évidemment il y a le Covid en ce moment donc ça va pas être possible avant un moment je pense. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire donc oui, je compte le faire un jour. Question numéro 12, Chat comprend que vous avez une chaîne YouTube, elle en pense quoi? Si vous ne le savez pas, Chat c'est une little de notre système, c'est une alter enfant de notre système et elle sait qu'on fait des vidéos YouTube et ce qu'elle en pense c'est qu'elle est jalouse de pas pouvoir participer à la chaîne. Elle aimerait beaucoup faire des vidéos et montrer des trucs, elle aimerait faire des vidéos avec les doudous, elle voulait faire des vidéos de dessin, enfin bref plein de trucs comme ça. Et c'est quand même une enfant, elle est très jeune, c'est une alter qui a 7 ans donc on va pas la laisser aller sur YouTube, ce serait beaucoup trop dangereux pour elle. Les haters habituels qui adorent venir sur notre chaîne viendraient sûrement s'en prendre à elle aussi et j'ai pas du tout envie de ça. Donc voilà, si jamais vous voyez Chat en vidéo, c'est seulement dans des très courts instants et il n'y a qu'une seule vidéo sur tout internet où on peut la voir. Et c'est dans la vidéo unboxing qu'on a fait sur notre chaîne et on la voit pendant peut-être 1 minute, un truc comme ça, où elle parle pas, rien, donc voilà. Mais oui, elle aimerait beaucoup participer à la chaîne, donc c'est un peu dommage. 13e question, ta matière préférée à l'école? Quand j'étais au collège-lycée, ma matière préférée c'était l'histoire et la SES. C'était ces 2 matières-là que j'adorais beaucoup. D'ailleurs, on me demande parfois, j'ai fait un bac ES, j'ai eu mention bien. Et à la fac, sachant que j'ai fait une fac de langue, mes matières préférées c'était... Qu'est-ce que c'était? Pas grand chose hein. J'adorais la civilisation britannique, je pense que c'était ma matière préférée. Traduction aussi, j'aimais bien traduction. Japonais, j'ai fait japonais donc j'aimais bien le japonais aussi, c'était très cool. Ça n'a pas duré longtemps parce que je suis pas restée longtemps à la fac, je suis restée 1 semestre, donc voilà. 14e question, à quoi ressemble l'emploi du temps de tes semaines en ce moment? En ce moment je me lève entre 7h30 et 8h et bah, dès que je me lève je me prépare, voilà, je m'habille etc. Et ensuite je fonce faire des doudous. Voilà, je couds à peu près 6 à 8 heures par jour je pense. Et quand je ne couds pas, je fais du montage. Quand je ne fais pas du montage, je tourne des vidéos. Quand je ne tourne pas des vidéos, je réponds à des mails. Quand je ne réponds pas à des mails, j'écris les lettres Patreon. Quand je n'écris pas des lettres Patreon, je fais toutes les milliards d'autres tâches qu'il y a à faire. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en général. Et j'adore ce que je fais, j'adore le fait d'avoir une entreprise de doudou, de faire tout ça. Et je dirais que la partie que j'aime le moins en vrai, c'est faire les... colis, enfin j'aime bien faire les colis, non en fait c'est pas ça, c'est le fait de prendre les commandes, c'est à dire quand je vends les doudous ils partent en quelques secondes et de prendre les noms de tout le monde
les moyens de paiement de tout le monde, les moyens de livraison de tout le monde, les adresses de tout le monde, tout noter, etc. Imprimer les bordereaux d'envoi. Ça, c'est un travail qui est un peu chiant. Parce qu'en fait, c'est très stressant. Genre, je dois demander toutes ces informations à tout le monde, répondre rapidement, etc. Ça, c'est très très long. C'est pour ça qu'on travaille actuellement sur la création d'un site. Je ne vous en dis pas plus. 15e question, tu peux parler de ton rapport avec le végétarisme, comment ça se passe avec le système? Je crois que j'ai pas vraiment parlé sur cette chaîne de végétarisme, mais j'ai été végétarienne pendant pas mal d'années en fait, toute une partie du lycée et après le lycée jusqu'à en fait l'année dernière. J'ai dû arrêter pour plusieurs raisons et principalement en fait même exclusivement des raisons de santé. Mes premières années dans le végétarisme, je dirais pendant 2-3 ans, j'étais en parfaite santé. J'avais pas de problème quand je faisais des prises de sang ou quoi que ce soit, mais après ça a dégringolé parce que ça m'a fait comment dire, j'ai relapse en fait dans l'anorexie pas mal et il me manquait beaucoup de choses. Voilà, j'étais plus en très bonne santé et j'avais pas envie de retomber dans une énorme période d'anorexie comme avant. D'ailleurs en fait ouais, ça a commencé plus tôt que l'année dernière en fait, parce que pendant la grosse période d'anorexie qu'on a eu avec Ruby, j'étais végétarienne, donc c'était un peu compliqué pour le corps parce que déjà qu'on ne mangeait pas grand chose, on n'avait plus nos règles, on perdait nos cheveux et plein d'autres symptômes dont je parlerai dans une vidéo spécifique pour l'anorexie. Mais du coup oui, ça allait pas du tout niveau santé. J'ai dû arrêter, mais niveau le système, tout le monde à peu près respectait cette cause là qui était très importante pour moi et plusieurs haltères du système. Mais certains ne respectaient pas tout à fait. Par exemple, je crois que Chat, notre Little, ne mangeait pas végétarien. Quand elle frontait et qu'elle mangeait, en général c'était pas elle qui frontait quand on mangeait, mais c'est déjà arrivé et elle mangeait des knackis. Elle aimait beaucoup les knackis. On peut pas contrôler évidemment l'alimentation de chaque haltère, hein, ça reste un choix, donc je pouvais pas les forcer, même si la majorité était d'accord avec le fait qu'on devienne végétarien, sachant que c'était pour nous pour des raisons éthiques. Mais je compte redevenir végétarienne quand je serai stable niveau TCA et c'est pas du tout le cas actuellement, donc voilà. 16e question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer TikTok et YouTube? TikTok, j'ai commencé il y a 1 an en fait. J'ai commencé en mai, donc ça va faire 1 an. Et du coup ça fait 1 an que je suis sur internet, vous imaginez l'évolution ou pas. J'ai 74 000 abonnés je crois sur TikTok. J'en ai bientôt 50 000 ici et 16 000 sur Insta, c'est énorme, merci beaucoup. En fait j'ai voulu commencer parce que déjà j'étais tombée sur TikTok, en fait j'ai téléchargé l'application au début du confinement comme beaucoup de gens et j'ai découvert un système qui faisait des vidéos sur TikTok du coup qui en fait toujours. Donc j'étais tombée sur ce système là et en fait j'étais allée sur son Discord et il y a pas mal de gens en fait, j'ai dit que j'avais été dit et d'ailleurs c'était la première fois que je l'assumais vraiment à des gens en fait. Et ces personnes là m'ont dit mais tu devrais faire des vidéos TikTok et tout, tu sais plein de trucs, c'est super intéressant etc. Donc je me suis lancée. Dès les premières vidéos en fait ça a vraiment hyper bien marché. La première vidéo que j'ai faite c'était le My name, my age, my favorite color. Voilà le truc là. Et rien que ça avait fait beaucoup de vues en très peu de temps. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Puis après j'ai ma deuxième vidéo, je parlais vraiment du TDI. C'était un baisse un doigt version TDI. Et là ça a vraiment fait un boom d'un coup. Donc bref, voilà comment j'ai commencé les vidéos sur TikTok. Donc j'ai eu une communauté qui a grandi très très vite sur TikTok. Mais j'avais pas forcément l'impression d'avoir une communauté à ce moment-là parce qu'il y avait pas du tout autant d'échanges que sur YouTube parce que déjà il y a des caractères limités dans les commentaires et ça c'est très chiant. Et il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient de faire une chaîne YouTube, sauf qu'à l'époque j'avais pas vraiment de matériel. J'ai commencé les vidéos YouTube parce qu'on m'a demandé de le faire. Et ça a été un coup de cœur pour moi, c'est beaucoup mieux que TikTok je trouve, parce que forcément les vidéos sont plus longues, donc je peux faire tout ce que je veux, parler de ce que je veux. Quelque chose qui m'a donné envie de vraiment commencer aussi, c'était le fait de parler de mon trouble et d'assumer, parce qu'il y a des gens, les haters, qui pensent que je fais ça pour l'argent et que j'ai commencé pour l'argent, alors que si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais commencé sur YouTube, hein, pas sur TikTok. Sachant que quand j'ai commencé, la monétisation en France n'existait même pas. J'en ressentais le besoin en fait de m'exprimer sur beaucoup de choses, en fait sur tout mon passé, et ça a été la meilleure chose que je puisse faire de toute ma vie parce que j'ai jamais autant avancé dans la santé mentale positivement que maintenant. J'ai fait une évolution en 2 ans qui est drastique. Je suis passée de rien, même plus bas que rien, à plus heureuse que je n'ai jamais été en fait de toute ma vie. Donc voilà ce qui m'a donné envie de commencer. 17e question, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? Ça va être un peu cliché de dire ça, mais c'est extrêmement vrai, c'est le fait d'avoir
ce travail. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée de vous avoir vous en fait au final, parce que c'est pas juste YouTube, c'est vous qui faites vivre ma chaîne YouTube. Si vous n'étiez pas là, ben il se passerait pas grand chose dans ma vie. J'en parlerais certes, ça me ferait du bien certes, mais il y aurait personne en face pour m'écouter, pour apprécier ce que je fais, pour apprécier mon contenu. C'est comme ça maintenant que je gagne ma vie aussi, donc forcément ça a changé ma vie du tout au tout, sachant que je rêvais de pouvoir vivre de ça, de mes créations. Quelque chose que je faisais par exemple quand j'étais dans la pire période de ma vie, en dépression, et je parlerai de cette année-là qui était un enfer sur terre. C'était en gros de l'été 2018, même hiver 2018 jusqu'à printemps 2019. Ça a été la pire période de toute ma vie. Ça a été une période atroce sur tous les points, mais vraiment tous les points. Santé mentale, santé physique, vie familiale, vie scolaire, tout, vraiment. Il n'y a pas un seul point qui n'a pas été merdique. Ça a été traumatisme sur traumatisme, catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Voilà, ça a été très loin cette année-là, et ça n'avait jamais été aussi loin d'ailleurs. Je me rappelle quand je pleurais toute seule dans mon lit, vraiment à hurler, d'avoir un signe en fait. Quelque chose qui pouvait me... Juste un signe, je voulais juste un putain de signe. Je sais pas, que j'ai un flash de médium, de... que quelqu'un me vienne, un esprit, j'en sais rien, et me dise continue, ça vaut le coup. Mais je m'en fichais qu'on me dise continue dans quoi, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Je voulais juste qu'on me dise si j'allais réussir dans ma vie ou pas. Et si j'allais réussir à être heureuse ou pas. C'était tout ce que je voulais savoir. Je voulais même pas savoir ce que je devais faire, où je devais aller, peu importe. Je voulais juste savoir si ça valait la peine de vivre. On était vraiment arrivé à un point où ma vie n'avait plus aucune valeur. J'aimerais tellement pouvoir retourner voir l'ancienne moi et être ce signe-là pour elle et lui dire ça va aller, ça va marcher. Et à l'époque, j'ai eu l'impression de voir des signes, en fait, pour être tout à fait honnête, de sentir que ça allait marcher quelque part et qu'il y allait avoir des gens qui allaient me soutenir dans ce que j'allais faire. Et je sentais qu'il fallait que j'apporte quelque chose, de l'aide, peu importe, à des gens qui vivaient ma situation. C'est pour ça que pour moi c'était très important de faire des vidéos YouTube sur ma santé mentale. J'avais envie d'être peut-être le coup de pouce de quelqu'un, le signe de quelqu'un, le truc dont j'avais besoin à l'époque pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a fait commencer, parce que j'ai toujours ressenti ce besoin d'aider les gens. Et je sais que certains vont dire tout le monde dit ça, c'est cliché. Vous me croyez ou pas, ça ne change pas grand chose à ma vie, parce que je le sais au fond de moi que mes intentions sont pures par rapport à ça et qu'elles sont véritables et que je suis véritablement là pour ça. N'en déplaise à ceux qui disent que tous les youtubeurs sont là pour l'argent, c'est faux. Ça a été un parcours assez spécial on va dire, mais voilà. Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. 18ème question, quel youtubeur tu aimes regarder? Déjà Pixilox. Alors je vais vous mettre des photos à chaque fois de eux. Je pense que vous comprenez pourquoi j'adore Pixilox. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Elle est extrêmement intéressante. J'adore tout son contenu, ses créations. C'est une personne extrêmement créative qui a lancé d'ailleurs sa marque de vêtements, qui va la lancer en fait. Elle a une maison de folie, elle avait une chambre à l'époque de folie. Son contenu c'est de la folie, j'aime trop ce qu'elle fait, elle est adorable. Elle a aussi un côté qui me touche énormément par rapport à la santé mentale. D'ailleurs c'est un thème assez récurrent dans tous les youtubeurs que j'aime beaucoup, qui ont des vies assez ressemblantes à la mienne. Trigger warning, parce que dans cette question là je vais aborder des choses qui peuvent vous trigger. Elle s'est automutilée, elle a été anorexique et boulimique je crois pendant longtemps. Donc elle en a parlé sur sa chaîne, elle parle aussi du fait qu'elle a le BPD. J'aime aussi beaucoup Mickey. Donc Envy Malice Mickey, c'est une youtubeuse que j'apprécie énormément. C'est d'ailleurs ma youtubeuse préférée avec le nombre d'abonnés le plus petit il me semble. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus naturelles, moins travaillées en fait, vraiment comme des, comment dire, des instants de vie qu'elle partage, sans cut, sans vraiment de montage ou quoi que ce soit. Et c'est la chaîne qui m'a le plus aidée pendant l'année de dépression horrible dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, ça a été la personne que j'ai écoutée pendant des heures et des heures. Je sais pas, je devais l'écouter peut-être 6 à 8 heures par jour. J'ai regardé toutes ses vidéos, je sais pas combien de fois, je sais pas, il y a un truc avec cette personne là qui fait que je me ressentais extrêmement connectée à elle. Elle m'a
tellement aidé, tellement aidé. Je me rappelle écouter ses vidéos en train de jouer à Animal Crossing. Alors je vous préviens direct avant, si vous voulez aller voir sa chaîne, ces vidéos peuvent être triggering et d'ailleurs elle le dit elle-même. Ne regardez pas cette chaîne là si vous avez des troubles alimentaires et que vous voulez vous protéger d'être trigger en fait, parce qu'elle parle très honnêtement et très sincèrement de son trouble alimentaire, l'anorexie, le fait qu'elle a été boulimique, de l'automutilation, d'addiction en tout genre, d'événements traumatiques vraiment atroces qui lui sont arrivés étant plus jeune. Donc voilà, aussi si vous voulez aller voir sa chaîne, donc faites attention à vous par rapport à ça. Soyez gentils aussi avec elle, c'est une personne qui est très sensible et je lui ai déjà parlé plusieurs fois par message. C'est une personne adorable qui peut être trigger très facilement aussi, faites attention à elle. Voilà, c'est tout ce que je demande, de respecter là, comme vous respectez n'importe qui, je suis persuadée. En ce moment elle ne fait plus de vidéos parce que ça va pas trop dans sa vie actuellement. Et elle se sent pas du tout bien dans son corps, voilà, elle en a parlé sur Insta donc je sais que je peux en parler. Elle a relapse dans son trouble alimentaire et elle se sent pas de revenir sur YouTube si elle n'a pas perdu du poids. Sachant qu'elle reste toujours aussi magnifique, peu importe le poids qu'elle a, ça ne change rien à ça, elle reste la personne qu'elle est. Mais bref voilà, c'est assez compliqué. Donc en ce moment elle n'est pas très active du tout sur YouTube, elle le sera j'espère bientôt, si elle se sent bien en fait. J'aime aussi beaucoup Reddito Claire qui fait plein de vidéos trop cool, qui a aussi un passé dans la santé mentale mais qui fait principalement des vidéos sur plein de thèmes en fait, des thèmes d'actualité etc. Et elle en parle, elle donne son avis et c'est super intéressant et mon copain adore ses vidéos aussi. J'aime aussi beaucoup les vidéos de Vénus Angélique, une youtubeuse très connue dans l'univers kawaii etc. Et j'ai beaucoup aimé ses vidéos pendant très longtemps et je les aime toujours d'ailleurs. Ces derniers temps quand je fais mes doudous je regarde ses vidéos. C'est une personne qui a une histoire aussi très touchante par rapport à sa mère qui est une personne extrêmement toxique et dangereuse même. Il y a vraiment toute une histoire, je sais pas si vous êtes au courant parce que ça a été quand même beaucoup médiatisé. Donc c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que je trouve très touchante, très mignonne aussi et voilà. D'ailleurs dans la vibe de Vénus Angélique, j'étais obsédée tout mon collège et mon lycée par une personne qui s'appelle Dakota Coty. Voilà, elle a des vidéos, elle en a supprimé énormément de sa chaîne, mes vidéos préférées d'ailleurs d'elle à l'époque, qu'elle a supprimées mais qui sont très souvent repostées sur internet. J'étais obsédée par cette personne là et je pense sincèrement que c'est grâce à elle que j'ai développé une énorme obsession pour le rose, les trucs mignons etc. Voilà, j'étais obsédée par elle, super. J'adore aussi les vidéos de Urban Unicorn qui est la première youtubeuse française dont je parle aujourd'hui, oui. Pareil, elle est trop mignonne, elle est trop adorable, elle me fait rire. J'adore ses vidéos, j'adore ses make-up, elle a un style de folie. Franchement, je l'aime trop. Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit qu'on avait la même vibe, donc elle et moi, et je trouve ça trop mignon. Parce que je suis grave d'accord. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, si, je trouve qu'on a un peu la même vibe, franchement. On a un petit peu la même vibe. J'aime trop, elle a l'air trop sympa. Donc voilà. Je pense que niveau sélection, on est pas mal aujourd'hui. Vous avez de quoi regarder. La même question, est-ce qu'avec YouTube, Patreon et les doudous, tu gagnes assez bien ta vie? Oui, je gagne vraiment bien ma vie grâce à ça. Ça me permet de vivre confortablement, on va dire. Même si évidemment, il y a une grosse partie de cet argent-là que je dois réinvestir dans du matériel très régulièrement pour les doudous et plein de trucs comme ça, sans compter les vidéos YouTube. Donc en brut, je gagne un certain montant, mais c'est pas ce que je gagne en net au final parce que je dois réinvestir beaucoup d'argent au final. Mais je vais vous donner un ordre d'idée parce que bon, c'est pas grave, c'est juste des questions d'argent, on s'en fiche. Sur YouTube, ça dépend forcément des mois, hein, donc c'est jamais la même chose, mais je gagne en moyenne environ entre 900 et 1200 euros à peu près par mois. Donc voilà, ça dépend des mois. Sur Patreon, c'est à peu près 600 euros. Pour les doudous, c'est environ, ça dépend des collections, mais en général avec le nombre de doudous que je peux me permettre de faire, ça peut aller de 400 à 800 euros. Et prochainement, je vais avoir un nouvel abonnement Patreon qui devrait me faire gagner à peu près 500 à 600 euros de plus sur Patreon. Un abonnement qui est lié aux doudous. Voilà, je vais fabriquer des doudous et c'est des doudous que je fabrique entièrement à la main. Il y aura chaque mois un nouveau doudou à collectionner. En plus d'avoir ce doudou là, il y aura tous les autres bénéfices des autres abonnements. Donc lettres Patreon, Discord privé où on est tout un groupe où on parle tous ensemble, Insta privé, live privé, les posts privés de Patreon, plein de trucs comme ça. En fait la vidéo aussi Patreon, l'update Patreon en fait que je filme tous les mois qui est sur YouTube mais en privé. Pas mal de choses super cool et donc c'est à peu près ce que je gagne. Donc ça fait combien ça par mois? Ça fait environ 2500 euros par mois.
vaguement, voilà ce que je gagne par mois, sachant que du coup je dois garder de côté beaucoup d'argent à réinvestir dans le matériel des doudous. On dirait pas, mais ça coûte très cher pour acheter des boutons, de la feutrine, du rembourrage, des rubans, du fil, du matériel, des cartons, des timbres, des colis, des lettres, des enveloppes. Ça coûte beaucoup d'argent, sachant qu'il faut que évidemment j'économise pour un appart, voilà. Il va falloir qu'on achète plein de trucs, genre une machine à laver ou des trucs comme ça essentiels, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, donc je dois économiser mon argent avant tout là. Donc bref, voilà, j'ai pas de tabou par rapport à l'argent, vous pouvez me poser des questions par rapport à ça parce que je sais que c'est quand même important à savoir parce que ça peut aider d'autres créateurs de contenu, voilà, ou d'autres créateurs tout court, ça peut donner une idée. Enfin voilà, comme ça vous avez aussi une idée de ce que ça fait à peu près à mon niveau, sachant que j'ai clairement pas énormément d'abonnés. Bon, j'ai beaucoup d'abonnés, selon moi c'est énorme, mais c'est sûr que face à des gens qui ont des 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés, c'est pas grand chose, c'est énorme, voilà. Et pour moi c'est énorme de gagner cette somme là avec mon travail et tout, donc ça m'aide forcément énormément de créer du contenu sur Patreon en plus de YouTube. Mais évidemment c'est du contenu que je dois créer mais qui me coûte de l'argent aussi, donc je dois réinvestir une partie de ce que je gagne là-bas. Évidemment c'est pas mal d'argent, mais voilà. 20e question, comment vis-tu le fait d'être connue sur internet? Alors, je suis pas connue hein, il y a 40 000, un peu plus, mais il y a quand même plus de 40 000 personnes, on va dire il doit y avoir 100 000 personnes sur internet qui me connaissent, c'est énorme, je sais. Mais voilà, enfin je veux dire, je suis pas au niveau de Britney Spears avec des paparazzis qui me courent derrière quand je suis dans la rue, donc tout va bien, je le vis plutôt bien. En vrai, si forcément il y a... Ça arrivait très vite, donc il y a quand même certaines choses qui changent par rapport à ma vie d'avant, ça c'est clair. Avant je postais déjà pas grand chose et quand je postais des trucs ça pouvait être des trucs très privés et ça posait aucun problème parce que les seules personnes qui les voyaient c'était mes quelques amis et j'en avais très peu avant que je commence les vidéos sur TikTok. Je crois que sur Instagram j'avais peut-être 40 abonnés, même pas, donc vraiment pas grand monde qui voyait mes trucs, hein, voilà. Ça a quand même changé parce que forcément des gens parlent de moi, de nous sur internet, parfois négativement, et ça c'est sûr que ça fait jamais plaisir, surtout les gens qui se permettent de raconter de la merde sur nous, c'est pas très agréable, hein. Mais c'est quand même à 99% que du positif, j'ai jamais eu de vague de haine ou quoi que ce soit. Donc voilà, alors sachez que je ne suis pas sur Twitter parce que je sais que là où il y a que des haters c'est sur Twitter, et je sais qu'il y en a par rapport à nous qui se permettent même d'inventer des trucs. Et c'est bien dommage. J'en profite parce que je me suis dit bon, on va enfin en parler un petit peu. Les gens qui balancent des trucs sur Twitter sur nous qui sont faux, s'il vous plaît arrêtez, c'est un peu gênant. Sachant que c'est assez ridicule, mais il y a une personne qui est très connue sur TikTok, française, je ne citerai pas son nom parce que j'ai pas envie de lui donner de l'importance. Je pense que vous l'avez vu sur Insta parce que j'en ai parlé de ce qu'elle a dit sur nous, en gros sur Insta, voilà. Une personne en fait lui disait qu'elle regardait des vidéos sur le TDI, sur YouTube, et cette personne là, qui est connue, a dit « Oh, celle qui vend ses haltères », un truc comme ça, ou alors celle qui est raciste et homophobe. Donc celle qui est raciste et homophobe c'est censé être ma copine Olympe, et celle qui vend ses haltères c'est censé être moi. Donc voilà, merci de diffuser des trucs ridicules et totalement inventés en fait, c'est génial. Sachant que cette même personne a des vidéos d'elle-même qui circulent où elle dit des choses extrêmement racistes, voilà, c'est assez ironique on va dire. Mais bref, donc oui, il y a eu une énorme rumeur sur nous comme quoi on vendait nos haltères, on vendait des vidéos de nos haltères. Non, non, on n'a jamais fait ça. Et je sais pourquoi il dit ça, c'est parce qu'à l'époque sur Patreon, dans un des abonnements qu'on avait, qui était notre abonnement le plus cher, il me semble, un des plus chers, c'était le fait, alors il y en avait deux, il y en avait un qui était vraiment très cher, et c'était le fait de parler à un de nos haltères, peu importe, c'était pas au choix, c'était parler à un de nos haltères en vidéo. Sachant que cet abonnement là était à 100 €, donc on l'avait mis à 100 € parce qu'on savait que personne ne le prendrait, et personne ne l'a jamais pris, cet abonnement, je vous le dis clairement, donc personne ne nous a eu au téléphone. Mais en fait tous les tiers Patreon, ce que j'offre, c'est pas pour nous vendre en fait, c'est pour donner une contrepartie à ceux qui veulent nous donner de l'argent. Je vais pas juste laisser les gens nous donner de l'argent et être en mode ah salut, merci, c'est cool, et rien faire en retour. Forcément que je vais faire des choses en retour, c'est pour ça que j'investis de l'argent pour faire des choses en retour. J'envoie des lettres avec des petits dessins, des petits goodies que j'achète d'ailleurs, que ce soit des stickers, des autocollants, des petits, comment ça s'appelle, marque-pages, tout ce genre de choses que j'achète qui sont un peu dans mon univers, kawaii, etc. C'est des choses que j'achète, j'investis dedans.
parce que pour moi je veux pas juste laisser les gens me donner du fric parce qu'ils veulent me soutenir, c'est très gentil, mais j'ai envie de leur offrir quelque chose parce que c'est un geste tellement incroyable qu'ils me font. Donc forcément pour moi c'est important de donner une contrepartie à ces gens là. Donc par exemple le fait d'envoyer une lettre écrite par un des alters, celui qui en ressent l'envie d'écrire une lettre le mois-ci, il envoie les lettres et voilà. Donc on avait cet abonnement là qui n'existe plus maintenant, de toute façon il servait à rien parce que personne ne le prenait donc ça sert à rien. C'était juste une vidéo en fait les gars, c'était un appel en fait, je sais pas, vous avez jamais eu des appels avec vos amis, j'en sais rien. Donc c'était vraiment pas un truc de ouf, sachant que personne l'a pris, je savais que personne le prenait, d'où le fait que je l'ai mis quand même parce que c'était symbolique, c'était l'abonnement le plus cher. Maintenant l'abonnement le plus cher ce sera celui avec les doudous, donc celui où il y a un doudou à collectionner que je fabrique. Et ensuite il y avait un abonnement en dessous de ça qui existe encore, qui est une vidéo update Patreon, et j'avais mis peut-être que parfois il y aura dans cet abonnement là des vidéos de notre alter Little Chat. Alors il faut savoir que quand j'ai créé cet abonnement là, je savais que je pouvais me permettre de faire ça parce que de 1 c'était écrit dans le Patreon que c'était peut-être, c'était pas obligatoire. Donc si Chat ne voulait pas le faire, elle ne le faisait pas, sachant que c'était Chat qui nous a demandé de le faire parce que comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, elle voulait absolument participer quelque part. Sur YouTube c'était hors de question. Patreon c'est un univers qui est beaucoup plus privé en fait parce que les gens payent, et si des gens payent des telles sommes, parce que c'était un abonnement qui coûtait cher, c'est le deuxième qui coûtait le plus cher en fait, c'était que quand même c'était pas des gens malveillants. Si t'es une personne qui est un haters qui est capable de me donner 50 € par mois, c'est super sympa hein voilà, d'être un haters qui donne autant d'argent, waouh. Mais donc voilà, quand on a créé cet abonnement là, il y avait une seule personne qui l'a eu et c'était une amie à nous, et même cette amie là n'a jamais eu aucune vidéo de notre alter Little parce que tout simplement notre alter Little n'a jamais filmé une seule vidéo. Vous pouvez chercher partout sur internet, je sais pas s'il y a des gens, je suis pas sur Twitter donc je sais pas si des gens ont dit ça, comme quoi ils ont vu la vidéo avec notre Little, je sais pas si quelqu'un a inventé ça. Ça sert à rien de l'inventer parce que c'est faux, tu auras beau essayer de trouver partout, invoquer des démons pour essayer de trouver la vidéo, utiliser une planche de Ouija, tout ce que tu veux, tu trouveras pas de vidéo car elle n'existe pas. Notre Little n'a jamais fait de vidéo parce qu'en fait au final quand elle frontait à chaque fois elle pouvait pas filmer de vidéo parce que c'était principalement le soir, et après en fait elle hésitait, elle voulait plus trop en faire, donc on a supprimé le fait d'avoir cet intitulé là bien avant même les polémiques sur Twitter. Donc c'est sûrement des gens qui ont voulu ressortir ça alors que c'était déjà enlevé depuis un moment. Mais voilà, il n'y a jamais eu de vidéo en fait vendue de nos alters. J'ai jamais forcé aucun alter à faire quoi que ce soit. Ils font tout de leur plein gré, je le répète. Donc voilà, s'il vous plaît, les polémiques comme ça commence à bien faire. Ou pareil, les polémiques comme quoi je suis psychophobe, que je suis contre les systèmes qui s'autodiaquent. À aucun moment je n'ai prononcé ces mots là dans ma bouche, donc arrêtez de les mettre s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo sur l'autodiagnostic où je donnais mon avis qui était en gros résumé grossièrement en une phrase. L'autodiagnostic c'est bien, c'est important et tout le monde passe par là, c'est logique parce que on peut se poser des questions par rapport à ce qu'on a. Moi-même je me suis posé des fois des questions en mode mais est-ce que j'aurais pas ça, est-ce que j'aurais pas ça. En soi c'est de l'autodiagnostic, même si moi je préfère l'appeler de l'auto-analyse comme je le disais en vidéo, parce qu'un diagnostic, qu'on le veuille ou non, c'est officiel, c'est quelque chose qui se choisit pas. Alors après évidemment il y a des diagnostics par exemple par des psychologues, sachant que les psychiatres sont les seuls à pouvoir donner des diagnostics officiels. Les psychologues peuvent donner des diagnostics, des idées de diagnostic, mais ils sont pas officiels. Le fait de dire qu'un test internet qui vous dit que vous êtes telle ou telle chose n'est pas un diagnostic, c'est pas psychophobe. Il va falloir arrêter de jeter ce mot là partout, ça commence à être ridicule. C'est pas parce que je dis un site internet n'est pas un diagnostic officiel, donc on n'est pas sûr de ce qu'on peut avoir grâce à un site internet, ça fait pas de moi une personne contre les autodiags, contre les systèmes autodiag et qui est psychophobe en fait. Donc non, je ne suis pas du tout contre les personnes qui ont des systèmes autodiag, je l'ai même déjà dit plein de fois sur Insta, peu importe. Les gens s'amusent sur Twitter à retourner mes propos dans tous les sens, même à inventer des trucs. Je me demande comment font sérieusement ces gens pour dormir la nuit en se disant putain je suis trop fière, j'ai réussi à essayer de mettre dans la merde quelqu'un qui a rien demandé en tournant ses propos jusqu'à en créer un truc totalement inventé qui sort de mon esprit. Donc non, j'ai toujours montré mon soutien aux personnes, au système qui était autodiag, aux personnes qui étaient autodiag parce que énormément de personnes passent par là. Moi-même j'ai pas vécu toute ma vie avec un diagnostic les gars, je suis pas née avec un diagnostic. Ma meilleure amie c'est exactement la même chose, ma meilleure amie elle TDI donc voilà. D'ailleurs petite info, quand vous cherchez ces sites internet où il y a des tests, d'ailleurs il y a un test assez connu sur internet par rapport au TDI, le site lui-même dit attention, ce test ne remplace pas un diagnostic officiel. Si vous voulez savoir si vous avez ce trouble là, si vous avez envie de plus d'infos, si votre score est assez élevé, allez voir un médecin.
c'est tout. Et évidemment il y a des personnes qui ne peuvent pas aller voir de médecin, qui ne peuvent pas aller voir de psychiatre pour des milliards de raisons, par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'ils ne trouvent pas de bonnes personnes, par rapport au fait qu'ils ont des traumatismes même liés au domaine de la psychiatrie, ce genre de choses. C'est totalement valide. Voilà, point. Donc je crois que ça c'est vraiment les deux trucs qui sont revenus sur Twitter par rapport à nous, dont mes abonnés m'avaient parlé, qui étaient sur Twitter eux-mêmes. D'ailleurs ça m'avait assez blessée parce qu'il y avait un système sur TikTok que je suivais à l'époque que je ne suis plus suite à ça, parce que ça m'a beaucoup blessée. C'était un système que j'appréciais vraiment. Je regardais toutes leurs vidéos, on avait déjà parlé quelques fois. Ce système là avait tout simplement relayé cette info de oh les gens sur internet qui se disent faire des vidéos sur éducation TDI mais qui vendent leurs haltères. Donc évidemment en me pointant bien du doigt, je pense que cette personne là avait écouté les rumeurs Twitter, parce que j'ai vu après ces tweets, et d'ailleurs qui ont été supprimés. Donc voilà, il y a eu des tweets d'excuses aussi. J'ai vu pas mal de tweets d'excuses parce que les gens se sont renseignés un minimum sur ma personne, sur notre Patreon. On a d'ailleurs même un disclaimer sur notre Patreon, etc. Et ont bien vu que c'était juste des mythos, en fait, des mythos inventés sur nous. Donc voilà, merci à ces personnes qui sont capables de voir au-delà et d'aller chercher l'information plutôt que d'écouter bêtement. Mais rien que le fait que cette personne ait relayé cette info-là, elle a supprimé sa vidéo pas longtemps après, bah ça m'a quand même blessée, ça m'a vraiment fait chier, parce que je me suis dit, mais si t'as un problème avec moi, viens m'en parler. Si t'as un doute sur moi, viens m'en parler. Je vais pas te manger, je veux pas te manger, je vais pas te mordre. Y a pas de problème en fait, je suis ouverte à la discussion. Et pareil, les gens qui disent que je suis condescendante ou quoi que ce soit, mais je me rappelle qu'il y avait une personne, alors je sais même plus c'est qui, avec qui j'ai parlé, cette personne là qui avait partagé des screens d'une convo privée entre elle et moi, et où je disais oui mais t'es pas le centre du monde. En gros elle a tourné le truc en mode je parle de mon expérience avec les psychiatriques, avec le domaine de la psychiatrie qui était traumatisant, et elle me dit oui mais t'es pas le centre du monde, vous voyez elle est condescendante, elle est méchante, les gens qui répondaient ah ouais c'est horrible. Cette personne là s'est bien gardée de cacher tous ces messages à elle qui étaient diffamatoires, qui m'insultaient presque. Je ne l'ai jamais insultée à aucun moment, cette personne, faut le savoir. Alors oui, quand on me crache à la gueule pendant 1 heure, cette personne là je l'ai même mis en vocal après, ce que je pense que je sais c'est qui. Quand on me crache à la gueule pendant 1 heure, qu'on me diffame, qu'on dit des trucs comme ça horribles sur moi, oui, je vais pas te parler comme si t'étais ma meilleure amie, voilà. Parce que cette personne en gros disait que je faisais des généralités, alors que dans sa phrase qu'elle n'a évidemment pas postée sur Twitter, elle disait de toute façon on le sait que tous les psychiatres sont des gros connards, on peut pas leur faire confiance, donc je vois même pas pourquoi tu recommandes le fait d'aller voir des psychiatres. Est-ce que vous voyez l'ironie du truc? Cette personne qui se permet de faire elle-même des généralités en disant tous les psychiatres sont des connards, ce qui est ridicule, c'est vraiment une phrase sortie de nulle part. Ça devait faire sûrement 1/2 heure qu'on avait parlé, donc oui j'étais énervée à ce moment-là parce qu'elle m'avait diffamée, m'avait bien dit plein de trucs horribles, etc. Donc oui, à la fin je lui ai dit mais tu n'es pas le centre du monde. C'est pas parce que toi t'as eu des mauvaises expériences avec des psychiatres que parce que toi t'as eu ces expériences là, maintenant on doit recommander à tous les gens sur la terre de ne pas aller voir des psychiatres parce que toi, personne désignée, tu as eu une mauvaise expérience avec eux. Ça marche pas comme ça, tu n'es donc pas le centre du monde. Je peux pas me permettre devant 40 000 personnes sur YouTube, sachant qu'il y a des jeunes qui me regardent. J'ai une communauté qui est principalement entre 18 et 24 ans, donc voilà, mais il y a aussi des plus jeunes. Je peux pas me permettre de leur dire n'allez pas voir des psychiatres si vous avez une maladie, n'allez pas voir des psychiatres si vous pensez que vous avez un problème. C'est irresponsable. Je sais pas si des gens se rendent compte que c'est irresponsable. Je ne peux pas recommander à des gens de faire des tests internet, sachant que il me semble que c'était cette personne là, je suis pas sûre, donc voilà, d'ailleurs je ne dirais pas qui c'est, je me rappelle, franchement je me rappelle même pas de son pseudo, donc voilà, je l'avais bloqué je crois sur Insta. Il me semble que cette personne là m'avait dit après oui mais j'ai des amis qui s'y connaissent bien, qui peuvent me diagnostiquer, mais non. Des amis ne peuvent pas vous diagnostiquer, à moins que vos amis soient psychiatres, des amis ne peuvent pas vous diagnostiquer, c'est pas vrai de dire ça. Par contre, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous soutenir, ils peuvent vous donner des informations, vous aider, vous éduquer, tout ce que vous voulez, mais c'est pas vrai le fait qu'ils peuvent vous diagnostiquer, c'est pas vrai. Tout comme moi, je ne peux pas vous diagnostiquer, il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent me voir pour que je leur dise ce qu'ils ont, mais je ne pourrai jamais vous dire ce que vous avez, je peux vous soutenir, vous conseiller, vous aider, tout ce que vous voulez. Du plus profond de mon cœur, je le ferai, mais je ne peux pas vous diagnostiquer, je ne peux pas vous dire ce que vous avez. Seul un professionnel le peut. Bien sûr, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les psychiatres sont incroyables. Il y a énormément de problèmes dans le domaine de la psychiatrie et j'en ai été victime. J'ai eu que des problèmes avec des psychiatres et je suis maintenant suivie par une psychologue qui est incroyable, qui... je sais même pas comment j'ai fait pour tomber sur elle. D'ailleurs, j'ai envoyé ma meilleure amie la voir pour le TDI parce qu'elle gère incroyablement bien le TDI. Elle a plusieurs patients qui ont le TDI, donc...
Elle s'occupe de la communication avec les haltères, des traumas, on fait de l'EMDR pour aller au-delà de notre trauma, nos phobies, etc. Donc voilà pour les polémiques Twitter. J'ai enfin répondu, c'est génial, ça faisait longtemps qu'il fallait que j'en parle parce que ça commence à me saouler. Écoutez pas les gens sur Twitter en gros, n'allez pas sur Twitter si vous êtes des personnes qui sont dans l'influence parce que c'est juste négatif. Bon, cette vidéo est enfin finie, elle aurait été très longue et je crois d'ailleurs que ça bug et que ça lag là parce qu'il me reste 1% de batterie donc ça fait ça à chaque fois. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, qu'elle vous aura plu et je vous aime très fort. Et je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voir des photos de pudding ou voir des photos de nous en fait, de tous les haltères. Et voilà, je vous dis à très bientôt et plein de bisous.